Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les propos d'Alain Juillet, l'ancien patron du renseignement à la DGSE. On va analyser un entretien qu'il a donné sur YouTube sur la chaîne Frontières. Oui, l'idée, c'est de décrypter un peu sa vision, des menaces, des jeux d'influence actuels. Et il aborde aussi des sujets, bon, plus surprenants. C'est ça. On va essayer de voir clair dans la pensée d'un acteur quand même assez clé du renseignement français. D'ailleurs, il commence fort, hein, en citant Napoléon, Sun Tzu. Tout à fait. Pour souligner l'importance capitale du renseignement, savoir pour éviter la confrontation. En gros, les meilleures batailles sont celles qu'on ne livre pas grâce à l'info. Alors, entrons dans le vif. Sa principale inquiétude, c'est quoi, selon lui? Bah, il identifie clairement ce qu'il nomme la baisse de puissance des pays occidentaux. Ah oui? Face à la montée d'autres blocs, euh, les BRICS+, ce genre de choses. Exactement. Il parle vraiment d'une bascule géopolitique. Pour lui, on passe d'une ère de moralisme occidental, où on essayait d'imposer nos valeurs, à une ère de réalisme, basée sur les intérêts, les rapports de force. Et cette bascule externe, il la relie à des problèmes internes en France. Absolument. Il pointe plusieurs choses. L'insécurité, une immigration qu'il juge non maîtrisée, la situation financière du pays, qu'il qualifie carrément de catastrophique, Ah oui, quand même. et aussi un système éducatif qu'il trouve inefficace. Tout ça, pour lui, ça contribue à un affaiblissement général. D'accord. Et un mot sur l'islamisme. Comment il voit ça? Là, il insiste beaucoup sur l'angle politique, il fait une distinction très nette entre l'islam en tant que religion, pratiquée tranquillement, et puis les branches extrémistes, wahhabites, salafistes. Oui. Pour lui, le souci principal, c'est le manque de ce qu'il appelle le courage politique. Il dit qu'on n'applique pas fermement les lois existantes. Il donne l'exemple de la polygamie, illégale, mais tolérée dans les faits, selon lui. Je vois. Ce manque de fermeté, ça rejoint peut-être ce qu'il dit sur les ingérences étrangères, Tout à fait. Il affirme que, bon, toutes les grandes puissances font de l'ingérence. C'est pas nouveau. y compris les alliés, les États-Unis par exemple. Oui, oui. Il cite les États-Unis. En France, il mentionne même Jean Monnet comme une figure d'influence historique, et la Russie, bien sûr. Ce qu'il dénonce surtout, c'est un double standard dans la façon dont on réagit à ces influences. D'accord. Et il pense que la France, elle, a moins de capacité à influencer aujourd'hui. Ben oui, il estime que la France a perdu de sa puissance. Il parle d'un passage de la troisième ou quatrième place mondiale à la septième ou huitième. D'accord. Et il illustre ça avec l'échec de l'intervention présidentielle au Liban, par exemple. Moins de poids, donc moins d'influence. Et cette perte de poids, il la lie aussi à l'Europe, à Bruxelles? Oui, il critique une certaine perte de souveraineté au profit de Bruxelles. Il donne des exemples précis comme la réglementation BAL 2. Pour les banques, ça? Voilà, conçue pour renforcer le système, mais qui selon lui aurait poussé les banques françaises hors d'Afrique. Il parle aussi de l'influence de Soros sur certains juges de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui impacterait des décisions nationales. C'est une critique assez forte là. C'est intéressant ce lien entre économie, influence, souveraineté. Et sur le fameux dilemme liberté contre sécurité, il en dit quoi, Garde? Il constate qu'on a volontairement cédé des libertés. L'exemple type, c'est la localisation par nos portables, qu'on accepte tous plus ou moins. Hmm, Mais il critique aussi l'excès de réglementation et ce qu'il appelle la pensée unique dans les médias. Il défend une liberté d'expression assez large, tant qu'on respecte la loi, en référence à l'esprit initial de la laïcité. d'accord. Et c'est là qu'il aborde des sujets plus étonnants? Oui, alors là, on change un peu de registre. Il parle des OFNI, enfin des PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ah oui? Et il prend ça très au sérieux. Pas du tout sous l'angle petits hommes verts, mais comme un enjeu de sécurité nationale. C'est-à-dire? Il mentionne les rapports officiels américains, ceux de l'AEARO, qui admettent qu'il y a des cas inexpliqués. Il parle aussi des témoignages sous serment au Congrès américain sur de possibles récupérations de matériaux non terrestres. Carrément. Pour lui, le secret autour de ça s'explique par la recherche d'un avantage technologique, stratégique, si c'est avéré évidemment. Et ça nous amène aux secrets d'État, aux affaires non résolues, il en parle aussi? Oui, il évoque la déclassification des dossiers Kennedy, JFK, Robert Kennedy, Martin Luther King, lancés par Trump. Lui, Juillet se dit convaincu d'un complot pour JFK, plusieurs tireurs, le rôle de la mafia, peut-être même la CIA. Sa conviction personnelle. C'est ce qu'il dit, oui. Et il suggère que certaines affaires françaises, comme l'affaire Boulan, mériteraient aussi d'être déclassifiées pour faire la lumière. D'accord. Un dernier point peut-être. L'Ukraine. Il a une vision particulière. Alors là, il se montre assez convaincu, disons, d'une paix prochaine.
Négocier entre Poutine et, potentiellement, un président Trump si celui-ci est élu. Ah bon? Et sur quelle base? Selon son analyse, les discussions porteraient sur la neutralité de l'Ukraine et le statut des régions russophones. En gros, une redéfinition des zones d'influence. Il pense que Trump voudrait faire payer davantage l'Europe pour sa propre défense. Pour que les États-Unis puissent se concentrer sur la Chine. Exactement, c'est sa lecture de la situation. Bon, bah voilà, un aperçu assez dense des réflexions d'Alain Juillet. Ça va de la géopolitique pure aux menaces internes en passant par les ovnis et les secrets d'État. Oui, ça dessine le portrait d'un Occident et d'une France en pleine interrogation sur leur rôle, leur puissance réelle, leur souveraineté. La question du courage politique, de la vérité, du réalisme, elle revient tout le temps dans son discours. Et ça nous laisse effectivement matière à réfléchir. Si ce réalisme qu'il décrit, basé sur les intérêts nationaux, prend vraiment le dessus sur l'approche occidentale plus axée sur les valeurs, qu'est-ce que ça change? Oui, quelles conséquences pour les relations internationales, mais aussi pour la façon dont nos démocraties se voient elles-mêmes et gèrent leurs propres problèmes internes. C'est une vaste question.